Bonjour chers collègues, à la salle Léon, mesdames et messieurs, donc nous allons commencer cette séance et je dois tout d'abord excuser, parce qu'il y a quelques congés dans l'air, Christelle Casalis qui me donne le pouvoir, Martin Ansou-Lequena qui donne le pouvoir à Richard Irasusta, Frédéric Tranchet qui donne le pouvoir à M. Jean-Michel Jansanti, Manuel Tena qui donne le pouvoir à Michel Bourou, Sylvie Rassa-Estomba donne le pouvoir à Mme Evelyne Zoulieta, M. Aritza Camblon donne le pouvoir à M. Iker Elissade, Mme Jessica Vesga-Sorondo donne le pouvoir à Mme Chantal Carré-Coutançon, M. Jean-Michel Bérat donne le pouvoir à M. Pascal Destruyo et Marie-Jo Coubet-Lécola donne le pouvoir à M. Jean-Michel Arrubarina. Lecture du procès-verbal de la séance précédente. Donc le tour est au plus jeune d'entre nous. Bravo Iker, c'est ton tour. Monsieur Lissade, vous avez la parole. Esker, txaldeon denei, Zerreko Kontseiluaren bilduma. Compte rendu de la réunion du conseil municipal du mardi 27 septembre 2016 à 18h30. L'an 2016, le mardi 27 septembre à 18h30, s'est réuni le conseil municipal sous la présidence de M. Gauthier Sénaro, maire. Étaient présents M. Sénaro, maire, Mme Kerry Cotançon, M. Tranchet, Mme Butori, M. Irasusta, M. Elissade, Mme Casalis, Mme Poulalaïc, M. Ravarina, adjoint, Mme Le Gardinier, Mme Camacho Satig, M. Dobas, Mme Ansou-Lequena, M. Durando, M. Jansanti, Mme Anjalmour, Mme Munoz Aduriaga, M. Bourgoui de Parège, Mme Coubet-Lécouna, M. Fruchard, à partir de la délibération numéro 104-2016, Mme Varela, M. Camblon, Mme César, Mme Irassa Restomba, M. Béra, Mme Duar-Echinausia, M. Pouifaucon, M. Balansategui, M. Destruyo. Étaient excusés Mme Vesga-Sorondo qui donne procuration à Mme Kerry Cotançon, M. Diaz qui donne procuration à M. Sénaro, M. Tena qui donne procuration à M. Irasusta, Mme Soulieta qui donne procuration à Mme Irassa Estomba. Secrétaire de séance, Mme Christelle Casalis. Le quorum de l'Assemblée étant atteint, Monsieur le maire ouvre la séance. Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 26 juillet 2016. Adopté à l'unanimité. Délibération. Sur rapport de M. Gauthier Sénaro, 098-2016, décision du maire prise par délégation du conseil municipal. Le conseil municipal prend acte de la situation, pas de vote. Délibération 099-2016, commission consultative des services publics locaux, composition, adoptée à l'unanimité. 100-2016, conseil portuaire, représentant de la commune, adopté à l'unanimité. Sur rapport de M. Richard Irasusta. 101-2016, recrutement des agents contractuels, adopté à l'unanimité. 102-2016, création d'un poste chargé de mission pour le développement de l'économie sociale et solidaire, adopté à l'unanimité. Sur rapport de M. Frédéric Tranchet. 103-2016, exercice de la compétence en matière de tourisme, approbation du procès-verbal de mise à disposition de l'équipement communal affecté à la compétence implantée sur la commune d'Andaille. Adopté à la majorité, 7 votes contre, Mme Irassa Restomba, M. Béra, Mme Duar-Echinausia, M. Pouifaucon, Mme Soulieta, M. Balansategui, M. Destruyo. Sur rapport de Mme Nicole Butori, 104-2016, fourniture de repas pour les restaurants scolaires, convention avec le lycée professionnel, adopté à l'unanimité. Sur rapport de Mme Isabelle Poulalaïc, 105-2016, transfert à l'agglomération Sud-Pays Basque de la compétence en matière de collecte et traitement des déchets, adopté à l'unanimité. Sur rapport de Mme Chantal Carré-Coutançon, 106-2016, modification simplifiée numéro 5 du PLU, zone UYPA Tribord, adopté à l'unanimité. 107-2016, cession de terrain en Île-de-France, adopté à l'unanimité. 108-2016, acquisition d'un élévateur à bateau pour le port de plaisance, adopté à l'unanimité. 109-2016, constitution d'un groupement de commandes entre 10 communes de l'agglomération Sud-Pays Basque, adopté à l'unanimité. 110-2016, constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture et la pose d'un poste de secours et approbation de la convention relative au montage financier et juridique.
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés, 7 abstentions, Madame Irassa Destomba, M. Béra, Madame Tuar Echinosia, M. Pifocor, Madame Soubieta, M. Valencetegui et M. Destruon. L'ordre du jour est épuisé. M. le maire remercie l'Assemblée et élève la séance à 19h40. Bien, je vous demande de voter donc sur l'approbation de ce procès-verbal. Qui l'accepte? Qui vote contre ou s'abstient? Je vous remercie. La première question du jour concerne donc le compte rendu des décisions du maire. En application des dispositions de l'article L 2122 et de 23 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte des décisions suivantes prises en vertu des délégations accordées par délibération du conseil municipal dès 28 avril 2014 et 7 janvier 2015. Donc tout d'abord, ça concerne un local situé à Sopité, rue Saldi, une convention d'occupation avec l'association Stade Andaillé Handball, puis une décision concernant le cinéma des variétés, travaux de mise en conformité, lot numéro 2, électricité, éclairage, un avenant envers la société SPI Sud-Ouest pour 370,58 € hors taxe. Puis une décision donc, de paiement du tableau primé lors de l'exposition des peintres Andaillé 2016 pour 700 €. Des travaux de génie civil pour la création d'un réseau d'éclairage public et fibre optique de la rue de l'Église, de la rue à Liberté et rue des Lauriers. Marché de travaux, procédure adaptée, passé avec la société Eiffage Énergie pour un total de 24 639,22 €. L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion et l'accompagnement à la mise en place de la dépénalisation du stationnement, une mission passée avec le groupement EREA, Conseil Espelia, pour 24 825 € hors taxe. Et enfin, donc, concernant le cimetière de Chourigna, pour la pose de l'os, donc un marché de travaux en procédure adaptée, passé avec la société Soroso pour un montant de 11 702,15 €. Voilà l'information que je dois vous donner. Concernant la délibération numéro 2, même pas la délibération, il s'agit de prendre acte donc de la Chambre régionale, du rapport de la Chambre régionale des comptes, des observations sur les comptes portant sur la période 2008 et suivant. Donc il convient simplement que l'Assemblée prenne acte du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, joint à la présente délibération et relatif aux comptes 2008 à 2012 et de la gestion 2008 à 2014. Monsieur Destruo. Bonjour à tous. Donc, nous avons reçu mardi dernier le rapport d'observation définitif sur la gestion de la commune d'Andaille, effectué par la Chambre régionale des comptes, un document de 59 pages recto verso qui constitue un véritable audit de notre ville, un document qui nous servira de référentiel au fil des délibérations à venir lors des prochains conseils municipaux. En cela, nous tenons à remercier la Chambre régionale des comptes pour la qualité du travail remis et effectué. Cela permet de rétablir certaines vérités travesties par le passé, à des fins électoralistes. Nous y reviendrons ultérieurement, certainement au cours du débat. Une brève introduction pour les non-initiés qui permet de comprendre le pourquoi de ce que nous pouvons appeler un audit de la ville d'Andaille. La Chambre régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a examiné le 26 juillet 2016 la gestion de la commune d'Andaille à compter de l'année 2008. Le contrôle a porté, outre le suivi des observations formulées par la Chambre régionale des comptes lors du contrôle précédent, sur le positionnement de la commune par rapport à son environnement, sur la fiabilité de ses budgets et comptes, sur sa situation financière, sur diverses questions urbanistiques et littorales, et enfin sur les relations entre la commune et l'Icachtola. La procédure de contrôle de la commune d'Andaille a été effectuée dans le cadre du programme 2014 de la Chambre régionale des comptes. L'ouverture du contrôle a été notifiée par lettre du 17 juillet 2014 au maire en fonction, M. Cotier Sénaro, ainsi qu'à son prédécesseur, M. Jean-Baptiste Talaberry, sorti de fonction en mars 2014. Un entretien préalable s'est tenu le 7 juillet 2015, successivement avec M. Sénaro et M. Talaberry. Cela a permis à la Chambre régionale des comptes, lors de la séance du 25 novembre 2015, de finaliser ses observations provisoires et de les adresser par lettre le 14 avril 2016 aux deux personnes concernées, M. Sénaro et M. Salaberry, qui ont répondu chacun à leur tour en juin et mai 2016.
Cela a permis à la Chambre régionale des comptes de finaliser le document que nous avons tous entre les mains, ce que nous appelons le rapport d'observation définitive. Vous ayant présenté le cadre de ce document, je voudrais apporter un complément d'information pour éclairer nos concitoyens sur ce document très technique, et je me fais ici le porte-parole de l'ancien maire, M. Jean-Baptiste Salaberry. Un vieux dicton affirme que le menteur et le boiteux se font toujours rattraper. Ce rapport de la très sérieuse Chambre régionale des comptes en apporte aujourd'hui la preuve. Ainsi, je ne relève aucune faute concernant notre gestion des comptes communaux. Toutes les anomalies d'ordre budgétaire relevées font référence à des opérations intervenues pendant le mandat de maire ou d'adjoint en finances de M. Cotier-Sénaro. Je lis en page 4, au paragraphe « Fiabilité des comptes et documents budgétaires », je cite « Certaines d'entre elles affectent significativement la fiabilité des comptes de la commune, dont les résultats ont même pu s'en trouver parfois artificiellement majorés. L'une de ces anomalies, page 14, paragraphe 5.1.1, déjà constatée par la Cour des comptes dans son précédent rapport d'analyse sur la période 2001-2007, porte sur la somme de 2 066 857 € pour des subventions indûment transférées au compte de résultat du port de pêche, ce qui a embelli le résultat financier de ce budget annexe. Compte tenu de l'importance de la somme, une dérogation doit être accordée par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques pour permettre cette régularisation. Au stade de mon niveau d'information, vous en auriez fait la demande, affaire à suivre. La seconde, page 14, paragraphe 5.1.2, également constatée sur la période 2001-2007, d'un montant de 1 082 607 €, porte sur des charges à répartir n'ayant pas fait l'objet d'écriture d'amortissement sur le budget principal de la commune. Lors des délibérations 108-2015 et 109-2015 du 20 octobre 2015 et délibération numéro 1-2016 du 19 janvier 2016, vous avez régularisé ces sommes sans fournir les détails exhaustifs sur les postes concernés car non identifiables encore à ce jour. Je m'en suis étonné auprès de la Cour des comptes dans mon courrier du 27 septembre 2016. Jugeant un peu facile et léger les régularisations d'un montant global de 3 millions € sans identification des postes à imputer. Étonnamment, d'autant plus justifié que j'avais l'habitude d'entendre vos cours magistraux de comptabilité, de gestion rigoureuse, de transparence, et j'en passe. Je reviendrai aussi rapidement sur le retour à meilleure fortune de la Société d'économie mixte, Société littorale andaïaise. Société de droit privé, gestionnaire du port de plaisance, dont la commune est actionnaire à 80%. Je maintiens que le complément d'affermage versé aujourd'hui à la commune en remboursement des investissements réalisés pour le compte du port de plaisance et inscrit comme il se doit dans les comptes de la dite société depuis décembre 2008 ne devrait pas être considéré comme un produit exceptionnel. En effet, dès que la SEMSI se sera acquittée de l'ensemble de sa dette envers la commune, elle générera des bénéfices qui seront à répartir après paiement de l'impôt sur les sociétés entre les divers actionnaires, dont la commune, je le répète. En tant qu'actionnaire majoritaire, vous n'aurez aucune difficulté à faire voter cette résolution. En outre, la Cour n'a pas manqué de relever d'autres manquements sur votre gestion passée ou en cours. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais je remarque qu'elles vous épinglent, notamment sur le manque de consistance réglementée de vos débats d'orientation budgétaire. Comme notre groupe dans l'opposition aujourd'hui, vous l'avez fait remarquer en les qualifiant de service minimum, et oui, la vérité est têtue, elle aussi. En fait, quel est le constat de la Cour des comptes sur notre propre gestion ? Situation financière. Notre situation financière n'est à aucun moment décrite comme catastrophique, comme vous n'avez cessé de le répéter. La Cour rejoint en cela la trésorerie d'Andaï, qui, dans l'analyse financière de notre mandat entre 2008 et fin 2012, qualifie notre gestion de satisfaisante. En effet, seul un effet ciseau est relevé à fin 2013 suite au pré-relais de 2 millions € que nous avons été obligés de contracter, en plus de l'emprunt courant pour faire face au paiement définitif des travaux du chemin de la baie. Ces travaux lancés pendant votre mandat et bloqués pendant de longs mois pour des questions environnementales devaient absolument être terminés avant le 31 octobre 2013 pour éviter la suppression des subventions européennes et départementales budgétisées à hauteur de ce même montant. Le Conseil général était en charge de la gestion de l'encaissement de ces subventions et nous avait promis des versements pour moitié avant fin 2013 et le solde courant premier trimestre 2014. C'est la raison pour laquelle nous avions lancé ce pré-relais dans l'intention d'un remboursement immédiat. Je remarque que contrairement à ces promesses, les fonds n'ont été débloqués qu'après le changement de majorité départementale 2015, CQFD. Investissement, page 26, paragraphe 6.1.5, je cite « Avec près de 40 millions € de dépenses d'équipement entre 2009 et 2014,
L'effort d'investissement de la commune apparaît soutenu et assez bien réparti sur l'ensemble de la période. La Chambre régionale des comptes ne nous reproche aucun investissement superflu. Nous n'avons pas choisi et pris tout ce qu'il y avait dans la vitrine, comme vous l'avez relayé à tour de rôle lors des débats d'orientation budgétaire du 4 mars 2015. Propos infantilisants et navrants de la part d'élus. Endettement. Page 28, paragraphe 6.1.6. La capacité de désendettement de la ville en nombre d'années est bien de 6,6 ans au 31/12/2013 et non 33 ans comme écrit et diffusé à tutelle pendant la campagne électorale et les premières années de cette mandature, aussi bien par vous-même, monsieur le maire, que par plusieurs de vos adjoints en conseil municipal. Ces propos sont totalement diffamatoires, mot qui signifie très exactement porter atteinte à la réputation de quelqu'un par des écrits non fondés mensongers. Vous m'avez accusé d'avoir ruiné la ville, la vérité vous rattrape aujourd'hui et je laisse les endaillés juges de votre comportement. Pour ma part, mon opinion est définitivement faite. En outre, je relèverai quelques autres points analysés dans ce rapport, à savoir urbanisme. Une révision du PLU, plan local d'urbanisme, est en cours depuis 2 ans déjà et nous n'en connaissons toujours pas les contours précis. Pas de discussion en commission d'urbanisme aux travaux, pas de réunion publique, un argumentaire datant de 2010 sur la page urbanisme du site de la mairie à l'heure où nous parlons. Cette révision non annoncée sur votre programme électoral a été motivée par la prise en compte des lois Alour et Grenelle 2. Mais la date butoir pour intégrer ces nouveaux éléments est fixée au 1er janvier 2017, soit dans 2 mois. Il est indéniable que cette date ne pourra pas être respectée. Cela rejoindrait la position de la Chambre régionale des comptes qui aurait préféré que le SCOT de l'agglomération Sud-Pays Basque soit compatible avec le nouveau PLU afin de s'approprier les orientations et les objectifs qu'il contient. De même, la Chambre régionale des comptes relève, je cite, page 44, que la prise en compte des risques divers, inondations et submersions marines en particulier, ne semble pas figurer au nombre des objectifs prioritaires du futur PLU, alors que la révision en cours devra pourtant prendre en compte l'analyse des risques retenus au plan de prévention des risques littoraux, également en cours d'élaboration. Après 2 ans de réflexion, le résultat ne semble pas au rendez-vous de l'importance de ce document, qui, je le rappelle, définit l'avenir de notre territoire. Machitenia, programme d'aménagement destiné à l'origine à l'implantation de la nouvelle Icachtola. Je ne vais pas revenir en détail sur les débats stériles concernant ce sujet. Je retiens à ce jour qu'un terrain de 4180 m², viabilisé par nos soins, est propriété privée de la commune. La Cour des comptes signale qu'il appartient désormais à la nouvelle majorité de se déterminer sur son utilisation. Icachtola. Vous avez opté aujourd'hui pour une solution de réhabilitation de l'école de la ville pour un montant de travaux que vous estimez à ce jour à 1,6 million d'euros hors taxe. En page 54 de ce rapport, la Cour rappelle les conditions d'échec de notre précédent projet, mais aussi sous l'indice 130, en tout petit caractère en bas de la page, je cite, « Le Code de l'éducation autorise seulement les collectivités territoriales à concourir à l'acquisition de matériel informatique, article L442.16, et à apporter leur garantie aux emprunts émis par des groupements ou par des associations pour financer la construction. L'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés, article L442.17, votre projet n'entre pas dans ce cas de figure. Et la loi n'ayant pas changé depuis votre prise de fonction, je considère pour ma part que ce projet est tout aussi controversé que celui que j'avais préparé et manque tout autant de sécurité juridique. Voilà ce que j'avais à dire sur ce rapport et sur ma conduite de la gestion de la ville. Je considère ne pas avoir failli dans la mission qui m'avait été confiée. Je remercie tous les employés municipaux qui ont contribué à cette réussite. Je remercie également l'ensemble des membres du groupe Action et Conviction pour la confiance qu'ils m'ont accordée, ainsi que tous les envoyés qui ont fait l'honneur de me soutenir. Gonsen Einzinan. Bien, pour le passé, dans cette assemblée, on n'avait pas l'habitude de commenter les rapports de la Chambre régionale des comptes, même si effectivement on peut le faire. Cela ne nous empêchait jamais d'en tirer les conséquences et d'en tirer les enseignements pour suivre un petit peu les préconisations qui nous étaient faites par cette Chambre. Commencez déjà par une erreur de votre part, M. Destruyo, le rapport de la Chambre régionale des comptes n'est jamais, je dis bien jamais, une audite. Puisque l'audit, je crois que M. Salaberry a demandé une audite en s'adressant à la Chambre régionale des comptes, pour preuve que la Chambre régionale des comptes, en soi, n'est pas une audite. Alors, effectivement, votre intervention m'oblige, moi aussi, à répondre, pour vous dire que dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes, on n'a pas dû mettre les mêmes lunettes, pas avoir eu les mêmes lectures. Car cette Chambre régionale des comptes met en évidence, tout d'abord, une très nette dégradation de la situation financière,
au travers de l'effet de ciseau que nous avons maintes fois dénoncé quand nous étions dans l'opposition, c'est-à-dire une progression plus rapide des charges que des produits, pendant la période contrôlée. C'est ce que dit la Chambre régionale des comptes. Et ça a entraîné quoi? Ça a entraîné une dégradation significative de cette CAF, cette capacité d'autofinancement brut. Et qui plus est, cette dégradation de la capacité d'autofinancement brut conjuguée avec un endettement élevé, très important de la commune pendant cette période, puisque vous l'avez augmenté la dette de près de 10 millions d'euros sur le seul mandat, pour la porter de 6 millions à 16 millions d'euros, fait que, ma foi, en début de mandat, donc on a constaté une dégradation de cette capacité d'autofinancement nette par le jeu simplement des remboursements. Parce que dans la vitrine, je dis, monsieur, que vous avez acheté, mais vous n'avez pas payé. Nous sommes en train de payer maintenant ce que vous avez acheté dans la vitrine. Et donc, aujourd'hui, on se trouve avec une difficulté à financer nos investissements parce que, justement, cette capacité d'autofinancement net nous manque. Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes pointe votre gestion calamiteuse en termes d'urbanisme sur des dossiers tels que l'aménagement du boulevard de la Mer, pour lequel, je rappelle quand même, la ville a été condamnée pénalement et a dû s'acquitter d'une amende délictuelle de 5 000 € pour non-respect du PLU et non-respect de la loi littorale. La Chambre régionale des comptes, également, s'attaque à l'aménagement du lotissement de Machitenia que vous évoquez, avec son PAE, son plan d'aménagement d'ensemble, voté malgré nous lorsque nous étions dans l'opposition. Je rappelle que vous l'aviez voté le 11 juin 2013, alors que la loi de finances rectificative de 2010 avait mis fin au PAE au 1er mars 2012. Vous avez voté le 11 juin 2013 quelque chose qui était périmé depuis le 1er mars 2012. Ensuite, l'aménagement de ce même lotissement avec un PUP, puisque vous ne pouvez plus faire le PAE, vous êtes passé au PUP, au projet urbain partenariat, pour lequel, page 47, j'ai aussi mes références, la CRC s'interroge sur le caractère public de cet équipement relatif à un lotissement privé. Mais je voulais rajouter aussi, parce que déjà autrefois, c'était facile. Vous avancez, vous affirmez, mais la réalité est tout autre. Machitenia, vous me repreniez sur les Icachtola, mais qui a dénoncé à monsieur le préfet le problème de l'Icachtola sur Machitenia, si ce n'est les deux adjoints qui étaient un à gauche et un à droite de monsieur Salaberry? Sur l'aménagement de ce même lotissement, donc avec un PUP, la CRC s'interroge donc effectivement sur ce caractère public. En d'autres termes, la CRC dénonce votre volonté de vouloir vous affranchir des règles d'urbanisme, rien que ça, que vous étiez en tant qu'élu tenu de faire respecter à nos administrés, bien sûr, mais qui s'imposait également à nous, à vous, comme collectivité locale. Vous avez opté pour un passage en force de certains projets, en oubliant que la loi donc s'impose à tous, y compris aux élus que nous sommes. Et puis, je pourrais prendre d'autres éléments, mais j'ai noté aussi, par exemple, page 41, la Chambre rappelle que l'objectif de réaliser 262 logements sociaux fixés par le PLH n'a pas été atteint en fin 2013. Alors bien sûr, je sais que le maire précédent, pour faire en sorte, pour expliquer que les logements ont été atteints, il prend ceux qui ont été faits par les prédécesseurs, terminés pendant cette période, ceux qui ont été lancés pendant sa période et inaugurés pendant notre période. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, dans le rapport, la Chambre régionale des comptes rappelle à mon prédécesseur que dans la continuité, je dirais, des diversités politiques, des variances dans les conseils municipaux, des équipes municipales, il s'arrête simplement à conseiller les mairies, à les accompagner et non pas à juger. Mais vous avez fait un autre choix. Alors je rappelle simplement que la Chambre régionale des comptes dit en creux que vos performances n'ont pas été à la hauteur de vos obligations. Alors bien sûr, vous reprenez, vous croyez bien faire, en reprenant des écritures de bilan qui sont pointées et que la Chambre régionale des comptes d'ailleurs rappelait en 2010 au maire précédent qu'il fallait régulariser. Bien sûr, vous avez raison, elle venait de mandats antérieurs sur le port de pêche.
Le port de pêche qui, lui, n'a aucun impact, par exemple, fiscal sur les ménages, puisque c'est un budget annexe, d'accord? Et là, il y avait une écriture de 2 millions d'euros, mais qui étaient des écritures de bilan, des écritures d'amortissement, qui n'ont pas été faites. Pourquoi? Parce que c'est simplement une mauvaise cohésion. Vous savez qu'en fin d'année, nous faisons opter, enfin décider, que notre compte de gestion est conforme avec le compte du percepteur. Et il se trouve que entre le percepteur ou les percepteurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, par cause de décès, par cause de mutation, et nos comptables chez nous, il y en a eu aussi au moins 2 à la direction financière, eh bien ces rapprochements n'ont pu être faits, puisque c'est bien le percepteur, lui, qui détient, je dirais, les comptes de bilan. Alors aujourd'hui, on vous a demandé en 2010 de régulariser, et vous ne l'avez pas fait. Donc on nous a redemandé de le régulariser maintenant, et c'est l'explication que vous donnez. Nous nous sommes rapprochés donc de la direction des finances pour faire en sorte qu'une écriture d'ordre, je dis bien une écriture d'ordre qui n'aura aucun impact sur nos budgets, et même s'il devait en avoir, ça ne concernerait que, entre guillemets, le budget du port de pêche et non pas le budget général, donc tout cela serait réglé. Vous revenez aussi, vous croyez bien faire en revenant sur les produits exceptionnels, et la réponse qu'a faite l'ancien maire, je l'ai lu, à la Chambre régionale des comptes. Mais je ne sais pas, vous n'avez pas dû être destinataire, que moi-même j'ai fait une réponse aussi concernant ce point de vue. Alors parce qu'il faut savoir que si nous avons des résultats, eh bien il y a plusieurs manières de les répartir au niveau de la SEMSLI, parce que la SEMSLI est une société anonyme, mais dans laquelle 80% est détenu par la collectivité. Donc je rappelle à notre Chambre régionale des comptes, par un courrier qui date du 26 septembre, la chose suivante. En ce qui concerne l'observation de l'ancien maire sur les dividendes que percevra la commune après retour à meilleure fortune, je souhaite relativiser cette remarque. Vous remarquerez d'ailleurs que moi je ne cite jamais nommément monsieur le maire précédent, j'ai trop de respect pour lui, mais j'ai remarqué que dans ses notes il a tenu plutôt à m'épingler, mais c'est sa pratique, j'en resterai là. Donc je reviens sur le texte que je disais, il n'y aura de dividendes versés que lorsque la SEM se sera acquittée de toutes ses dettes et de son impôt sur les sociétés. Autrement dit, à partir du moment où, après remboursement de ses dettes, ses résultats seront excédentaires, elle commencera d'abord à payer, j'espère que ça ne vous a pas échappé, mais apparemment, je crains que ça vous ait échappé, l'impôt sur les sociétés à 33,3%. Et puis, après l'impôt sur les sociétés, il ne restera plus que 66,7%, bien sûr, à distribuer, mais si le conseil d'administration de la société décide de distribuer 100% de ce résultat, ce qui n'est pas encore acquis, au maximum, 80% uniquement de ce résultat-là pourrait revenir donc sous forme de dividendes à l'actionnaire majoritaire qui est à la SEMSLI. Donc on va arriver à peu près à 54% du résultat net qui reviendra à la SEMSLI, alors qu'aujourd'hui, par le fait que les impôts, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, puisqu'on est en train de rembourser une dette, eh bien on donne 100% du résultat. Donc on aura 54% demain, au mieux, du résultat, pour peu, que le conseil d'administration de la SEMSLI paye 100% des dividendes. D'accord? Donc voilà un petit peu l'explication que nous avions. Après, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi sur les remarques que vous avez faites, les écritures d'ordre, ça c'est vu. Et après, je peux aussi reprendre comme vous, je l'ai fait, l'exercice m'a plu, je l'ai révisé plusieurs fois, page par page, ce qui dit par la Chambre régionale des comptes, en reprenant ces mots. Je vois par exemple, page 4, analyse financière, sans les produits exceptionnels reversés par le budget annexe du port de plaisance, l'épargne nette du budget principal que nous critiquons déjà, ça c'est moi qui le dis, de la commune, aurait été négative en 2014, page 4. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit à l'époque que nous en avions au moins pour 30 ans à rembourser, forcément. Avec des résultats négatifs, vous ne pouvez pas aller très loin. Et donc 30 ans, c'est un cadeau que je vous faisais. Vous ne pouviez même pas rembourser en 30 ans, puisqu'effectivement, en 2014, si on a enlevé le caractère exceptionnel des recettes du port de plaisance, eh bien nous avions donc une CAF qui était négative. Bien, je note aussi que en page 8, la Chambre rappelle à l'ancien maire qu'elle examine les gestions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la gestion des organismes contrôlés dans la continuité de leur vie administrative et financière, par-delà des alternances politiques. Sur le port de pêche, je vous l'ai dit, c'est en page 14, voilà.
Sur le budget général, eh bien, l'écriture a été passée avec l'accord du conseil municipal. Il y en avait pour 1 82 000 €. C'est une délibération du 19 janvier 2016, dans cette même salle, qui l'a permis. Je prends la page 18. Eh bien, la CRC, la Chambre, pointe l'évolution défavorable de l'excédent brut d'exploitation qui décline depuis 2010, qui passe de 3 910 000 € à 2 590 000 € fin 2014, avec des charges de personnel qui sont passées de 8 870 000 en 2009 à 10 313 000 en 2014, c'est-à-dire plus 1 500 000. Évolution de la capacité donc d'autofinancement net, page 19. Quel que soit le mode de calcul retenu, la CRC fait ressortir les difficultés de la commune à dégager une épargne nette. 2 458 000 € en 2009, 425 000 € en 2014. Sur la fiscalité, parce qu'on en a un peu parlé, les produits de 2009 à 2014, ça a été quand même 4% par an, dont les impôts locaux, dans ce 4% par an, ont rapporté 4,5% par an. Donc il y a eu aussi de la fiscalité. Sur la dette, page 28, eh bien de 2009 à 2013, on a remboursé 3 300 000 € d'emprunts et les nouveaux emprunts se sont montés à 13 900 000. Rien que sur cette période, pratiquement 10 600 000, 11 millions, je dirais, d'endettement. La capacité de désendettement, via l'épargne brute, bien sûr, 4,8 ans en 2009, 6,6 ans en 2013, mais la Chambre régionale des comptes dit quand même que si on prenait notre position dite vertueuse par la Chambre régionale des comptes, qui est de compter dans les résultats le caractère exceptionnel des produits qui viennent du port de Plaisance, eh bien on n'est plus à 6,6 ans en 2013, on est à 8,7. Et on commence du coup à être un petit peu dans la ligne rouge. Sur les budgets annexes, nous en avons parlé, et sur la conclusion financière, page 31, bien sûr, l'effet de ciseaux dès 2013, entre l'évolution des charges plus rapide que les produits. Seuls les produits exceptionnels, dit encore la Chambre régionale des comptes, seuls les produits exceptionnels, et ça il va falloir l'entendre, en provenance du budget annexe du port de Plaisance, a permis, pour un temps, de dégager une certaine capacité d'épargne. L'urbanisme, nous allons en parler, les logements sociaux, nous allons en parler, la révision du PLU, page 43, la CRC prend en compte la volonté municipale, conseil municipal du 30 septembre 2014, de veiller à une meilleure intelligibilité de ces documents, car l'ancien PLU obligeait les services de la commune à avoir recours à ce que l'on appelle, entre guillemets, l'interprétation de la DDTM. Voilà. Donc écoutez, je ne vais pas revenir sur les cachetolats, je vous l'ai dit. Qui a dénoncé ça auprès de monsieur le préfet, qui a porté le fer et qui s'est attaqué d'ailleurs à monsieur Salaberry. Hein, c'est pas nous, c'était les deux adjoints qui étaient ici de part et d'autre de ce bureau. D'accord? Et si vous ne voulez pas l'entendre, il va falloir le comprendre. Vous n'étiez pas là, ce jour-là dans la séance, vous auriez pu lire je me doute que vous avez dû lire les rapports, que vous avez dû lire les courriers, et que je peux vous garder les revues de presse de l'époque. Il y a de quoi nourrir le débat. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire, mais on peut aussi rebondir sur d'autres sujets si vous le souhaitez. Monsieur Desselot. Oui, bon, écoutez, moi je vais vous parler sur mon breton. Je voudrais juste dire que s'il y a un débat, c'est normal, parce que sur la tête, sur le courrier d'en-tête qu'a envoyé le président de la Chambre régionale des comptes, il dit qu'il conviendra de l'inscrire à l'ordre du jour sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à un débat. Donc, je l'ai dit, je me suis fait porte-parole au nom du groupe de Jean-Baptiste Salaberry. J'en suis fier et le groupe en est fier. Maintenant, on peut parler effectivement sur les différents sujets que vous avez abordés et débattre calmement. Donc, ce que vous dites, effectivement, il y a une interprétation. On peut interpréter des chiffres. On ne peut pas interpréter les conclusions. Les conclusions qui sont données par la Chambre régionale de la Cour des comptes, qui est un organisme reconnu, officiel et d'État. Nos finances sont bonnes. Et je vais parler, c'est pas moi qui parle, c'est eux qui le disent.
Et je vais citer chaque fois, page 17. Par ailleurs, l'analyse spécifique à laquelle a donné lieu chacun de ces budgets annexes n'a pas mis en évidence l'existence de risques significatifs à ce jour pour les finances de la ville. Le paragraphe 6.1, les données financières par habitant de la commune d'Andaille pour l'année 2014 apparaissent finalement assez proches de la moyenne des communes de sa catégorie démographique. La capacité d'autofinancement dont vous avez parlé, la conclusion, les données relatives à la capacité d'autofinancement nette de 2014 doivent être en partie relativisées en raison du remboursement atypique d'un prêt relais opéré cette année-là. Page 26, il convient toutefois de relativiser en partie la faiblesse du montant de la CAF nette en 2014, cette dernière année ayant été marquée par le remboursement de la moitié d'un prêt relais de 2 millions d'euros souscrit en 2013 pour le financement des travaux du chemin de la baie. Pour nous, ce remboursement anticipé ne s'imposait absolument pas, étant donné que ce prêt, il devait être remboursé dans sa totalité, il a été remboursé dans sa totalité par une subvention de l'Europe dès 2015. Vous parlez de l'endettement. Effectivement, les chiffres sont importants, mais il faut se rendre compte d'une chose. Et c'est ce que dit la Cour régionale des comptes. On a investi, la ville a investi près de 40 millions d'euros en dépenses d'équipement de 2009 à 2014. L'effort, et ils le disent, et je cite, l'effort d'investissement de la commune apparaît soutenu et assez bien réparti sur l'ensemble de la période. La diminution de 30% enregistrée en 2014 s'expliquant logiquement par les délais de lancement de nouveaux projets après l'alternance issue des élections municipales. Et ça, moi je le mets en parallèle avec ce qu'ils disent en conclusion en page 34, une interprétation d'un tableau. Ils disent « Andaille, qui compte aujourd'hui plus de 17 000 habitants, est la commune du Sud Pays Basque ayant connu la plus forte croissance démographique au cours des dernières années avec un taux d'augmentation annuel moyen de sa population de 2,6% entre 2006 et 2011. » Donc en fait, l'augmentation de la population et le retard pris sur certains projets demandaient une politique ambitieuse, mais contrôlée, j'insiste sur vous contrôler, comme il en ressort des conclusions du rapport d'observation définitif. L'endettement, la progression de l'encours de la dette, effectivement mesurée au 31 décembre de l'exercice, atteint 46%, vous avez raison, sur la période 2009-2014. Que dit la Chambre régionale des comptes, et je cite, « Il convient cependant de préciser que les données chiffrées de 2013 et 2014 sont affectées respectivement par la souscription pour 2 millions d'euros et le remboursement partiel pour 1 million d'un prêt relais souscrit auprès de la Banque Postale pour financer l'aménagement du chemin de la baie dans l'attente du versement des subventions publiques dédiées, en particulier l'Union européenne, intervenue en 2015. La capacité, et je cite, la Chambre régionale des comptes dit « La capacité de désendettement de la commune, mesurant le nombre d'années qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser la totalité de sa dette si elle choisissait d'y consacrer l'intégralité de son épargne brute de l'année, constitue un indicateur synthétique particulièrement représentatif des fondamentaux financiers de la collectivité, alors qu'elle avait pu être ramenée à 3,5 années en 2010, elle s'établissait à nouveau à 6,6 années en 2013, ce ratio demeurant en deçà du seuil d'alerte malgré cet allongement significatif en fin de période. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Donc, quelque part, on peut se dire que la vérité est plus ou moins rétablie de ce côté-là, même si effectivement il y avait 16,8 millions d'euros, on va dire 9,4 millions d'euros en 6 ans d'augmentation. Mais d'après les critères de cotation et de mesure qu'ils ont, ça représentait 6,6 années fin 2013. Ensuite, que dire d'autre? Vous parlez de la SEMSLI. Effectivement, vous l'avez cité, la SEMSLI a été créée en 1992. Elle est en charge de l'exploitation du port de plaisance et le capital social donc, est détenu à 80% par la commune d'Andaille, dont le maire en est le PDG. Comme l'avait préconisé la Chambre régionale des comptes, je cite, lors de son dernier contrôle, l'avenant au contrat de délégation adopté le 17 décembre 2008 prévoit que la SEMSLI reverse chaque année à la commune les excédents désormais dégagés de son exploitation, jusqu'à apurement du passif cumulé à son égard. Et en page 19, ils disent ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le retour en meilleure fortune de la SEMSLI lui a permis de commencer à rembourser les 4,5 millions d'euros qu'elle restait au total à devoir à la commune. Il apparaît cependant que le budget annexe du port, qui reçoit ces remboursements de la SEMSLI, n'est pas lui-même toujours été en capacité d'en reverser l'intégralité au budget principal. Donc, le dit budget annexe restait encore redevable de 2,2 millions d'euros au budget principal 2015. Voilà. Donc pourquoi le budget principal de la commune devrait-il souffrir du tarissement de ce produit exceptionnel?
qui correspond en fait à des arriérés d'affermage et qui doivent être reversés au budget. Donc ensuite, dès que le retour en meilleure fortune sera fait, il est clair que la commune elle est actionnaire à 80%, et quand vous êtes actionnaire à 80%, la décision elle est vite prise. Et ça sera à ce moment-là, ça ne sera plus des produits financiers qui arriveront sous forme de dividendes. Je crois que vous m'avez pas écouté, ou alors vous avez un disque réveillé. On reprend le même point que tout à l'heure. Je vais vous expliquer qu'une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés, quand on a du résultat, on paye 33%. On ne peut avoir au mieux. Mais c'est des sous qui rentrent, c'est de l'argent qui rentre. D'accord. Pas à 100%, je vous ai expliqué, on va arriver à 54%. D'accord. Oui. Mais alors, je vais vous expliquer aussi une histoire à la Chambre régionale des comptes, toujours dans cette salle, parce que quand j'étais le premier adjoint, ou en tout cas l'adjoint aux finances, et donc on parle des années 92-93, nous avons fait un plan de financement que nous avons proposé en conseil municipal. Et les oppositions ont toujours hurlé en disant « mais on engage les fonds de la commune, comment se fait-il » Et j'avais du mal, avec le maire de l'époque, avec Raphaël Salette, à expliquer que notre plan de financement tenait la route. Nous nous sommes fait tacler à plusieurs reprises par la Chambre régionale des comptes. Nous nous sommes rendus à Bordeaux, à la Chambre régionale des comptes, pour expliquer que notre plan de financement tenait la route. Et aujourd'hui, qu'il tient la route, on nous tient des discours différents, en disant qu'on devrait distribuer davantage, qu'il y a de l'argent, que le port, mais ça on le savait, on n'apprend rien. Simplement que nous, on y a cru il y a 22 ans, il y a 23 ans. La différence avec nous, peut-être, ou certains d'entre vous, c'est ça. Et puis, vous savez, il y a quelque chose que la Chambre régionale des comptes n'a pas comme paramètre. Et apparemment, vous ne les avez pas non plus. C'est-à-dire qu'une dette, elle veut dire quoi, une dette ramenée au nombre d'habitants, si on ne parle pas du revenu moyen par habitant? Si on ne parle pas, par exemple, pour la fiscalité, des valeurs locatives moyennes. Est-ce que vous savez au moins que sur Hendaye, nous avons les revenus moyens pratiquement les plus bas du département? Je crois que sur le département, on doit être la 29e ville. D'accord? Et quand on veut faire payer la fiscalité, je m'en exprimais d'ailleurs cet après-midi avec la presse, qui évoquait un petit peu le sujet de fiscalité. Qu'est-ce que je vous dis, moi, quand je parle avec la presse et je dis Hendaye va faire 1 point ou 1,5 point d'augmentation d'impôts, 1 point l'année prochaine, et on me dit mais comment c'est possible? D'autres ne le font pas. Mais ils ne le font pas, mais pourtant le contribuable lusien va payer aussi cher ou plus cher qu'Hendaye, simplement parce que sa valeur locative est plus forte que la nôtre. Voilà. Avec vous avez en 100 mètres carrés à Saint-Jean-de-Luz et en 100 mètres carrés à Hendaye, eh bien le maire d'Hendaye il monte 1 point d'impôt, vous allez payer peut-être 1 500 €, et puis Saint-Jean-de-Luz, qui n'aura pas fait d'augmentation ou qui n'aura fait que la moitié d'augmentation, va payer aussi 1 500, 1 600 €, peut-être plus, avec un taux moindre. Donc ça, ce sont des éléments que la Chambre régionale des comptes n'a pas. Et donc, effectivement, quand on se promène devant cette vitrine dans laquelle vous avez tout acheté et vous n'avez pas tout payé, eh bien, effectivement, l'addition est lourde après. Et l'addition tient compte du chiffre de la dette, bien sûr, des mensualités que nous payons, d'un remboursement d'emprunt, de la gestion des frais, du manque de capacité d'autofinancement, et puis de cette fiscalité qui ne nous est pas favorable, parce qu'encore une fois, nous avons des populations plutôt avec des revenus faibles, et nous avons des valeurs locatives très faibles. Alors, oui, bonsoir. Alors moi j'aimerais savoir, sous prétexte que les revenus moyens de la population sont les plus bas, est-ce que ça veut dire que les gens n'ont pas droit à une crèche, n'ont pas droit à une maison de retraite, n'ont pas droit à tous les investissements que nous avons faits? Parce que vous parlez toujours de cette dette de 10 millions d'euros, mais il faut quand même mettre en contrepartie tous les investissements que l'on a faits. Le centre culturel Mendy Solal qui est ouvert à des tarifs très abordables pour l'ensemble de la population, puisque c'était une volonté d'ouvrir la culture à l'ensemble de la population avec, sans excès au niveau des entrées et autres. Donc arrêtez de bassiner tout le monde avec cette dette qui, à la vitesse à laquelle vous allez, sera remboursée à la fin de votre mandat, puisqu'on ne voit pas beaucoup d'investissements pour l'instant. Vous ne faites qu'inaugurer ceux que nous avons construits ou lancés pendant notre mandat. Donc, mettons en parallèle la dette. Quand vous construisez une maison à titre individuel, vous faites un emprunt et vous vous endettez. Une commune, elle s'endette à un niveau supérieur, certes, mais pas catastrophique, comme le rappelle clairement la Cour des comptes. Donc, en parallèle de ces 10 millions d'emprunts que nous avons faits, il y a toutes les structures que nous avons mises en place et qui étaient impératives pour Hendaye. Et toutes les écoles qui ont été agrandies, il y en a eu 4, les Jonco, la gare, la maternelle ville et
la primaire plage. Il y a eu des travaux conséquents dans chaque école aussi. C'est la priorité que l'on avait mis au début de notre mandat. Donc mettons les choses en parallèle et après on pourra dire, mais balancer des emprunts, des dettes qui n'en peuvent plus, mais il y a toutes les infrastructures dont vous profitez bien en plus. Merci. Donc en parallèle de ces 10 milliers étaient impératives pour Hendaye. Alors, Madame Tchinovska-Duhar, simplement vous dire que quand on emprunte dans une commune en particulier, on ne peut emprunter que pour l'investissement. C'est une évidence. Ça voudrait dire aussi qu'avec tous les besoins que nous avons, parce que des besoins d'autres crèches, il y en a encore, des besoins dans les écoles, il y en a toujours, des besoins dans les centres sociaux, il y en a toujours, des besoins par rapport aux personnes âgées, il y en a toujours. Donc si je suis votre raisonnement, je continue à m'endetter parce que finalement, il y a un besoin. Vous oubliez simplement quelque chose, c'est que les emprunts d'aujourd'hui sont la fiscalité de demain. D'accord? Donc effectivement, moi je reproche simplement que probablement, en un an de mandat, vous avez voulu investir l'équivalent de 1 an et demi de mandat ou de 2 ans de mandat. De deux mandats. Voilà, c'est tout. Après, effectivement, encore une fois, c'est une évidence. Vous n'avez emprunté que pour l'investissement. Mais nous, on a plein de demandes, on a plein de projets. On ne va pas tous les mettre dans le tuyau, dans le tout noir, pour constater en fin d'année qu'on est passé de 16 millions à 32 millions de dettes. Parce que ces 32 millions, quelqu'un va les payer. Et quelqu'un va les payer, c'est-à-dire nos populations vont les payer avec des revenus moyens qui sont faibles, avec des valeurs locatives qui sont faibles. Monsieur Pouy-Foucault. Bonsoir. Bon, je vais essayer de parler parce qu'on nous a volé l'anti-pou. Vous avez volé quoi? C'est le seul micro qui n'a pas d'anti-pou. C'est pas très sympa. Bon, c'est pas grave. Alors, je voudrais revenir moi sur un point qui me pose question. C'est les 33 ans que vous aviez avancé d'annuité de remboursement pour la dette. Donc ça correspondait donc au nombre d'années qu'il faut si on met tout l'argent que la commune rentre. Je ne suis pas comptable, j'essaie de parler avec des termes simples moi. Si une commune rentre de l'argent, qu'elle met tout l'argent qu'elle a chaque année pour rembourser la dette, selon vous, elle mettrait 33 ans. Donc face à cela, à l'époque, Jean-Jacques Chenu, qui était adjoint aux finances, il vous répétait que l'annuité était de 6,5 années en comptant les revenus exceptionnels. Donc au final, d'après ce que moi je peux lire sur ce rapport-là, c'est Jean-Jacques Chenu qui semblait avoir raison, même si ça peut être 8,7 années si on ne compte pas les... Attendez, je finis s'il vous plaît. Si on ne compte pas les rentrées exceptionnelles d'argent. Donc c'est plus près de 6,5 que de 33 ans. Donc, je peux comprendre que vous aviez besoin pendant la campagne d'un argument, mais je reviens là-dessus parce que les 33 ans ils reviennent ici aujourd'hui. Donc je peux comprendre que vous avez besoin d'un argument pour la campagne face à votre adversaire. Je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément été en accord avec tous les projets qu'il a mis en place pendant son mandat. Alors, je pense qu'il aurait été plus simple de débattre sur leur utilité ou pas que d'avoir comme argument vous avez vidé les finances de la ville. Donc, par contre, du coup, vous n'avez pas remis en cause aucun des projets, donc je pense que vous êtes d'accord avec l'ensemble de ces derniers, même si vous pensez que ça a coûté beaucoup trop cher. Donc, vous l'avez attaqué seulement sur le coût d'ensemble et leurs répercussions sur les finances de la commune, avec un chiffre qui, pour moi et pour le rapport qu'on a sous les yeux, est loin d'être exact. Je peux encore une fois comprendre que pour l'ancienne école, il est désagréable de voir son adversaire politique apposer son nom sur un projet qu'on aurait voulu monter soi-même. Je pourrais également tout à fait entendre que vous soyez trompé dans les chiffres, et ce malgré votre statut de comptable et votre expérience à ce niveau, l'erreur étant humaine. Par contre, ce que je n'accepterai pas vraiment, c'est que vous ayez sciemment avancé de faux chiffres dans le but d'effrayer les concitoyens afin de détourner leur attention pendant la campagne sur autre chose que sur les projets proposés par les différentes équipes et listes. Ça serait pour moi de la manipulation de l'électorat. Alors je ne peux pas croire dans une manipulation, donc pour moi, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez fait pour trouver 33 ans de remboursement, ou alors que vous me disiez que vous êtes trompé tout simplement. Monsieur Pouy-Faucon, je vais vous dire que j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure, donc je sais que vous avez tous des questions qui sont préparées.
Mais en même temps que vous relisez les questions que vous allez nous poser, il faudrait écouter les réponses que nous vous faisons. Je faisais allusion à un document qui est en page 26 de la Chambre régionale des comptes, et notamment en 2014, capacité d'autofinancement brut 2 890 000, capacité d'autofinancement brut hors résultat exceptionnel 2 103 000, capacité d'autofinancement net 425 930, capacité d'autofinancement net hors résultat exceptionnel moins 361 000. Avec moins de 361 000, ce que je disais tout à l'heure, à Mme Duhard, mais c'est-à-dire que vous remboursiez jamais, c'est même pas 33 ans. Jamais. Est-ce qu'on le comprend, ça? Jamais. Non, mais non. Ça, je regarde. Ah ouais. Je peux. Monsieur. Donc là, sur l'année 2014, on est à moins de 361 000 parce que vous avez remboursé aussi 1 million par rapport au chemin de la baie. Vous auriez pu attendre un an de Ça n'a rien à plus. voir, ça. Donc 2015, on aurait eu 1 million de plus sur les chiffres. Je ne peux pas entendre que d'un côté, j'ai bénéficié d'un crédit au 31 décembre de l'année 2013 et de l'autre, je bénéficie du crédit sur l'année 2014. Les comptables savent que si on fait un coup de présentation sur les stocks ou sur les endettements, c'est one shot. Vous le jouez sur l'année ou vous le jouez sur l'autre. Vous n'avez pas sur les deux, là, hein. Je crois qu'il vous manque un petit bout d'administration. Non. Bon, vous dites ce que vous dites, moi je dis que Non, si on n'avait pas je dis dépensé. ce que je dis Oui, ce mais qui moi est aussi écrit. je dis ce que je dis. Moi, je dis ce qui est écrit. Je pense que vous voyez la page. Oui, 26. je vois très bien. Je vois aussi qu'on a des. Je vois aussi. Donc, expliquez-moi comment, avec moins de 364 000, vous arrivez à financer quelque chose. Il convient toutefois de relativiser en partie la faiblesse du montant de la capacité d'autofinancement, qui ressort de ce tableau, donc les moins 361 000. Pour l'exercice 2014, on est d'accord, cette dernière année ayant en effet été marquée par le remboursement de la moitié d'un prêt de 2 millions d'euros souscrit en 2013, c'est ce que je vous dis. Oui, mais là, on dit aussi que l'ancien maire soutient que ce remboursement qualifié d'anticipé, la SRC ne dit pas qu'il est anticipé. Il dit que l'ancien maire dit qu'il était qualifié d'anticipé. Ne s'imposez pas dès cette année, cette affirmation n'est pas assortie d'éléments permettant d'en apprécier le bien fondé. D'accord? Et le mal fondé non plus. Non, ici, vous êtes en train de commencer à me traiter de menteur. Donc ça, Non. Que vous vous êtes trompé, j'ai dit. Moi, j'ai pas peur de nous battre. D'accord? On est tranquille, on va parler de chiffres. Oui. Même si je monte le ton. Mais vous allez aussi vous calmer dans ce que vous allez avancer. D'accord? On va le faire correctement. Tout à fait. J'ai dit que vous étiez trompé. Changer le registre. Je sais changer de registre. J'ai dit que vous étiez trompé, justement. Et je vous dis, en relisant ça, si vous voulez bien le relire, surtout la nuit ce soir, avant de coucher, de le relisez. Vous risquez de passer une mauvaise nuit. Relisez-le, monsieur. Je le relirai. Bon, moi, je m'en tiens à ce que je lis sous le tableau. Après, Lisez tout le temps. après, bon, je vous ai quand même demandé de m'expliquer les 33 ans. Bon, j'ai été un peu mesquin parce que j'ai bataillé sur tous les tableaux pour savoir d'où sortaient ces 33 ans quand même, parce que ça m'a pris 2 heures tout à l'heure. Vous préférez un résultat à 0 ou à moins 0? Non, Ça change de vie. je voulais savoir d'où venait cette différence entre ceux qui disent 6,5 ou 8,5 et 33 ans. Ça me turlupine, ça me... Ça veut dire que sur 2014, pointé, la Chambre régionale des comptes, avant que j'attire son attention sur les résultats exceptionnels, ne l'avait pas vu. Elle estime que notre manière de procéder, d'analyser les comptes, je reprends ces termes, est un procédé vertueux. En fonction de ça, elle rajoute le résultat hors exceptionnel, c'est ce que j'avais évoqué moi en conseil municipal, et là vous êtes avec un résultat négatif. Et avec un résultat négatif, vous remboursez quoi? Alors il y a plus de 33 ans, on rembourse jamais. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas écouté. Non, alors moi ce que j'ai vu pour les 33 ans, parce que j'ai bataillé pendant 2 heures, donc moi ce que j'ai vu c'est que si on a non, attendez, je reprends mes notes, parce que ces chiffres, on a une épargne brute de 2,5 en 2013 en moyenne. Moi je reviens sur 2013, c'est en 2013 que vous avez dit qu'il y avait 33 ans, remboursé la dette. Il y avait une épargne brute de 2,5 millions. On enlève, si vous voulez, les recettes exceptionnelles qui sont environ 700 000, je crois. Ça fait, on va dire, 2 millions. 2 millions, on est dans 33 ans, si on rembourse 2 millions par an, pour arriver à 18 millions. Non, je reprends, vous avez le chiffre sous les yeux, à la page 26. Si vous reprenez 2013, qui est meilleur, mais qui est nettement en baisse, je vous rappelle qu'en 2010, vous aviez par exemple une CAF nette hors exceptionnelle qui était de 2 337 000. En 2013, vous tombez à 751 000. C'est ce que dit le tableau en page 26. Moi je prends les chiffres du tableau. On a les En mêmes, 2013, hein, vous dites. Est-ce qu'on a les mêmes? Oui, en 2013, il faut 33 ans, vous dites qu'il faut 33 ans pour rembourser la dette. Moi je dis qu'on a 2,5 millions d'épargne brute, on enlève d'accord les 700 000, si vous voulez, on arrive à peu près à 2 millions.
Si on rembourse 2 millions par an, on arrive avant 33 ans à 18 millions d'euros de la dette. Non. Le problème qu'il y a, c'est que vous avez enlevé, pour arriver à ces 33 ans, je n'ai pas taillé, vous avez enlevé aussi à ces 2,5 millions d'épargne brute, auxquels on enlève alors d'abord les 700 000 à peu près des recettes exceptionnelles, vous avez enlevé les 1,3 millions qu'on rembourse déjà tous les ans. Si on enlève ces 1,3 millions, c'est sûr qu'on tombe à 500 000 et à 33 ans. Le problème, c'est que si on rembourse 2 millions par an, on ne rembourse pas aussi la dette qu'on remboursait avant, sinon on double rembourse, et on rembourse 3,5 millions, et en 5 ans, c'est pas appelé, on a remboursé. Oui. Non, mais vous oubliez quand même que dans votre hypothèse, nous on n'investit plus et on n'emprunte plus. Ah, J'écoute Mme Echenaucia, et donc, comme vous avez emprunté, comme vous avez réalisé, nous on ne réalise plus rien et on n'emprunte plus rien. Je ne parlais pas de ça, je parlais de chiffres, 33. Donc on va rembourser justement tout ce qu'on a acheté, tout ce que vous avez acheté en vitrine. Et ça va être très bien, vous allez content. Mais non. D'accord. C'est comme ça qu'on fait. Non, mais c'est le fait est que... attendez, je finis. Vous avez eu demandé avant, vous auriez pu faire des projets. Vous avez préféré les laisser aux promoteurs immobiliers, les projets. Pardon ? Vous auriez pu en faire des projets. Vous avez eu votre mandat de maire, plus les mandats d'adjoint que vous avez eu avant. Il fallait les faire avant, les projets, si les sous étaient là avant. On a expliqué tout à l'heure que tous les élus ne sont pas aussi compétents que vous. Ils passent pas devant la vitrine en achetant sans payer. C'est sûr que quand on fait rien, on paye Vous rien. avez acheté sans payer. Vous avez acheté sans payer. Vous avez rien fait, vous n'avez Voilà. pas payé, voilà. Bien, d'autres interventions ? Ouais, non, juste dire oui, on a des questions. On a des, plusieurs fois que vous me dites qu'on prépare, on a des questions, on dit ouais, mais oui, c'est un document de 59 pages recto verso, on l'a lu, on l'a étudié, et on n'est peut-être pas adroit, mais on essaie de trouver des questions intéressantes pour les gens, pour les concitoyens. Et il n'y a pas plusieurs interprétations. Et je pense que s'il y a bien quelque chose à dire à la fin, c'est que la Chambre régionale des comptes, elle fait ce rapport. Elle a une seule façon de travailler. Il y en a une par région. Il y en a une par région en France. Vous entendez bien que dans une région, il y a beaucoup de communes, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de cas particuliers. Et elle a une méthodologie de travail. Et elle classe les communes et les villes par rapport à une seule méthodologie. Donc il n'y a pas une méthodologie par ville et par commune. Voilà. Et ce qui ressort de ce rapport, et je pense que là on peut tous être d'accord et regarder devant, c'est que la situation de la ville d'Andaï, elle est loin d'être catastrophique. Voilà. Si on peut terminer en disant ça, ça serait pas mal. Et ça serait bien de le reconnaître. Après, voilà, il s'est passé des choses, il y a des choses qui ont été dites. Je vais vous dire que nous, les jeunes qui sont dans ce groupe, on a beaucoup souffert aussi, d'ailleurs, Jean-Baptiste Albéry, parce qu'on a entendu des choses à l'époque. On se posait des questions. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est soulagé. On est soulagé parce qu'on a pris connaissance de ce rapport, on l'a lu, parce qu'on voulait savoir. On l'a interprété d'une seule façon, tous pareil. Et je pense qu'il n'y a pas plusieurs interprétations. Et de grâce, rassurer tout le monde aujourd'hui, la ville d'Andaï, elle n'est pas endettée, la ville d'Andaï, elle peut investir, et la ville d'Andaï va continuer à exister et à faire de belles choses avec vous et avec d'autres. Voilà. Bon, désolé, M. Destruo, nous ne partageons pas ce constat. Donc, moi, je prends simplement la synthèse, qui est en page 4 de la Chambre régionale des comptes. Voilà, et elle rappelle que le budget principal, l'analyse financière, en 3 lignes, elle dit ça. Le budget principal de la commune d'Andaï, dont les produits de fonctionnement atteignaient 23,5 millions en 2014, a connu une dégradation significative. Il faut lire les mots quand même, le français c'est très important, de ses équilibres financiers en fin de période contrôlée, 2009-2014, avec l'apparition d'un effet ciseau dans l'évolution respective des produits et des charges de fonctionnement résultant d'une progression plus rapide de ces derniers à partir de 2013. Sans les produits exceptionnels, toujours à la page 4, reversés par le budget annexe du port de Plaisance, l'épargne nette du budget principal de la commune aurait été négative en 2014. Pour financer ces investissements, cette dernière a été contrainte chaque année de recourir à l'emprunt et assez souvent d'ailleurs de ponctionner également son fonds de roulement, ça aussi c'est énorme, ramené à la clôture de l'exercice 2014 au niveau minimum. Voilà, donc si vous êtes satisfait de cette gestion, moi, on n'a pas les mêmes lunettes, on va se nettoyer chacun ses lunettes. Notre vision de ce budget, de ce rapport, encore une fois, ce n'est pas une audite, je me permets de vous corriger parce que vous l'avez dit avec vos mots, la Chambre régionale est un petit peu débordée, elle manque de moyens pour faire de vrais contrôles, de vrais audits dans les collectivités. Donc elle fait des rapports, elle porte des recommandations. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en début de période, on n'a pas l'habitude de revenir. Et aujourd'hui, ce rapport-là, finalement, c'était la période de mon prédécesseur
Et moi, je n'avais pas l'intention de l'accabler et de m'y attaquer. Mais vous m'y avez obligé, vous avez dérogé à une pratique qui avait dans cette mairie où rien ne se disait. Quand, à l'époque, en 2010, le rapport précédent a été lu par M. Salaberry, personne n'a branché dans le truc, on est passé au dossier suivant. Voilà, vous avez souhaité faire autre chose, je suis obligé, au nom de mes collègues, quand même, de répondre. Et encore une fois, ce document de la Chambre régionale des comptes ne nous empêche pas, les uns les autres, de nous faire une idée de ce qu'est la réalité. Mais, encore une fois, attention, il serait trop simple de dire l'extinction de la dette, pour peu que l'équipe actuelle ne fasse rien, eh bien ça va bien se passer, on va retrouver des marges de manœuvre, et on va pouvoir faire des cadeaux sur les impôts, etc. etc. Et pensez aussi, encore une fois, au potentiel, je dirais, financier des ménages chez nous, qui sont parmi les plus faibles du département. Pensez aussi aux valeurs locatives, qui sont les plus faibles, parmi les plus faibles du département. Merci. Monsieur le maire, vous n'avez pas le monopole. Non, monsieur, je peux continuer si vous voulez. Oui, non, mais simplement, juste vous dire que vous n'aurez pas le dernier mot, d'accord? Je sais, vous êtes habitué. Parce que c'est ce que vous aimez. C'est dommage, nous sommes deux. Je vous laisse le dernier mot après, je vous promets. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la Chambre régionale des comptes, il faut qu'on soit tous d'accord, elle a fait un travail extraordinaire. Elle a tiré des conclusions, il ne peut pas y avoir 36 000 interprétations, et je m'arrête là, d'accord? Je voudrais juste revenir sur un point qui est cité dans le rapport. Donc, c'est pas un audit, c'est un rapport, je me suis mal exprimé. Bon. À un certain moment, ils font référence en page 5, la commune pourrait être conduite à adopter une stratégie de renouvellement urbain consistant autant que possible à reconstruire la ville sur elle-même, comme dans l'opération Entrepuentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Reconstruire une ville dans la ville, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ben, ça veut dire, déjà, on va parler d'urbanisme, on va sortir la Chambre régionale des comptes, mais simplement, ça veut dire qu'au lieu de consommer du terrain sur Hendaye à la périphérie, eh bien, essayer de réhabiliter des logements qui vont être appelés à être détruits ou de récupérer des parcelles, comme ça a été fait là, dans les années 2005, au-dessus de la voie ferrée. C'est la réhabilitation urbaine, et c'est ce vers quoi tendent un bon nombre de communes, puisqu'aujourd'hui, il faut être économe de l'espace, et voilà, ne pas bétonner le tout, mais récupérer effectivement quelques mètres carrés sur des bâtiments déjà construits. Juste rajouter que reconstruire la ville sur la ville, c'est la loi SRU, donc je vous renvoie à la lecture de la loi SRU. Voilà, chers collègues, donc merci pour ces interventions. Donc c'est un document que l'on ne vote pas, hein, c'était juste un porté à connaissance. Et nous passons donc aux délibérations. Et la parole à présent est à donc M. Richard Virasusta concernant le tableau des effectifs permanents. Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail, des besoins du service et des missions assurées, il vous est proposé de créer, à compter du 1er décembre prochain, dans la filière technique, un poste de technicien principal de première classe à temps complet, dans la filière administrative, un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet. À compter du 1er janvier 2017, dans la filière technique, 2 postes d'agent de maîtrise à temps complet, un poste de technicien à temps complet, et il vous est proposé de fermer, à compter du 1er novembre 2016, dans la filière administrative, un poste de rédacteur à temps complet, et à compter du 1er janvier 2017, dans la filière technique, un poste d'adjoint technique principal de 2e classe, un poste d'adjoint technique principal de 1re classe et un poste d'adjoint technique de 2e classe. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois créés seront inscrits au budget de l'exercice. Avez-vous des questions? On peut voter. Qui est pour? Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Question suivante pour Madame Isabelle Polalac. Modification des statuts du syndicat Biltagarbi, numéro 114-2007. Le syndicat mixte Biltagarbi a modifié ses statuts afin de prendre en compte les évolutions de compétences accordées par la loi NOTRe aux communautés d'agglomération. La communauté d'agglomération Sud-Pays Basque assurera, à compter du 26 décembre 2016, la compétence en matière de gestion des déchets et se substituera à la commune et également au SIED et au syndicat mixte Bissi-Garbia qui seront de fait dissous. Par ailleurs, l'agglomération Sud-Pays Basque a décidé de transférer la compétence traitement à Biltagarbi pour l'ensemble de son territoire.
Ces évolutions entraînent une modification des statuts du syndicat Biltagarbi sur 3 points. Premièrement, l'article 1er intègre l'agglomération Sud-Pays Basque en lieu et place des membres du CIED de Bissy-Garmilla et de la commune d'Andaille. Deuxièmement, l'article 5 modifie la représentativité des collectivités, l'agglomération Sud-Pays Basque disposant de 12 membres sur un total de 63. Et enfin, l'article 6 prévoit un poste supplémentaire de vice-président, c'est-à-dire 5 au lieu de 4. Je vous demande d'approuver la modification des statuts du syndicat Biltagarbi telle que décidée par le comité syndical le 22 septembre 2016. Des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui accepte? Vote contre? Abstention? Merci. Question suivante, donc Madame Chantal Carré-Cotenson. Depuis de nombreuses années, des animations sont organisées afin de satisfaire les touristes et endaillés qui fréquentent assidûment la plage. Il s'agit d'activités de location de tentes, parasols, transat et pédalos. Et pour les enfants, des jeux de plage, balançoires, trampolines, agrès, tourniquets et piscines. Il convient, conformément à la loi, que le conseil municipal se prononce sur le principe de délégation de services publics s'agissant d'activités exercées sur le domaine public maritime. La commission consultative des services publics s'est réunie le 18 octobre 2016 et a donné un avis très favorable au principe de confier à des structures privées l'organisation et la gestion d'activités de clubs de plage et de loueurs de tentes, de parasols et de pédalos pour une nouvelle période de 4 ans. La commission s'est prononcée pour une période de 4 ans donc. La consultation publique sera prochainement lancée pour recueillir des candidatures répondant au cahier des charges. Donc il vous est proposé ce soir d'autoriser le principe de l'installation sur la plage des commerces visés pour une période de 4 ans, soit pour les années 2017 à 2020, d'autoriser Monsieur le maire à lancer la publicité réglementaire permettant la présentation de plusieurs offres, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à engager toute discussion avec les entreprises répondant à la consultation. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui accepte? Vote contre, abstention, merci. Question suivante, toujours Mme Chantal Carré-Cotenson. Oui, il vous est proposé ce soir de nommer Mme Maëlys Monfrini, représentante du groupe Serge Blanco, au comité directeur de l'EPIC Andaille Commerce et Développement, en remplacement de M. Gillot, pour lequel je vous demande d'avoir une petite pensée toute particulière. Je vous remercie. Est-ce que vous acceptez? Oui. Non. Abstention. Merci. Dernière question pour Mme Chantal Carré-Cotenson. Donc il s'agit de la convention de règlement financier entre la ville d'Andaille et la communauté d'agglomération Sud-Pays Basque pour des travaux d'eau potable et d'assainissement. Donc la ville a réalisé rue des Champs et rue du Pont des travaux de VRD qui ont nécessité des reprises de réseau sous compétence agglomération Sud-Pays Basque. À ce titre, des dépenses ont été engagées par la ville qu'il convient de régulariser par un reversement de l'ASPB. Les montants retenus ont été ainsi définis dans le cadre de la présente convention. Pour la rue des Champs, donc un montant pour l'assainissement de 57 606 € hors taxe, concernant l'eau potable 28 257 € hors taxe. Pour la rue du Pont, un montant au niveau de l'assainissement de 41 715 € hors taxe, soit un total assainissement de 99 321 € hors taxe et un total eau potable de 28 257 € hors taxe. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver la convention de règlement financier à intervenir entre la ville d'Andaille et l'agglomération Sud-Pays Basque. Est-ce que vous acceptez? Oui. Non. Abstention. Je vous remercie. La séance est levée.